Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous avons beaucoup d'activités de la part des responsables égyptiens concernant plusieurs domaines. On commence par une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi avec l'émissaire américain pour le climat John Kerry qui a de son côté exprimé sa joie de rencontrer le président de la République, soulignant la confiance de son pays dans le leadership égyptien du prochain sommet sur le climat et la volonté de renforcer dans ce cadre la coopération conjointe entre l'Égypte et les États-Unis afin de faire avancer les efforts internationaux pour faire face au changement climatique. Salih Hamed Yarafoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui l'émissaire américain pour le climat John Kerry en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, de la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad et de l'ambassadeur américain au Caire Jonathan Cohen. El-Sisi s'était félicité de la visite de l'envoyé américain en Égypte et la tenue de la première réunion du groupe de travail égypto-américain sur le changement climatique, exprimant son aspiration à poursuivre les consultations avec la partie américaine sur les questions de changement climatique au cours de la période à venir dans le cadre du partenariat entre l'Égypte et les États-Unis et en préparation du sommet mondial sur le climat COP27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en novembre prochain afin de s'assurer que le sommet produise des résultats positifs dans l'intérêt de soutenir l'action climatique internationale, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions, l'adaptation aux effets négatifs du changement climatique et la mobilisation de financement climatique destiné aux pays en développement. Kerry a de son côté exprimé sa joie de rencontrer à nouveau le président el-Sisi, soulignant la confiance de son pays dans le leadership égyptien du prochain sommet sur le climat. L'émissaire américain a également salué le réel sérieux de la communauté internationale de la part du président envers le travail du climat et la transformation verte qui s'est reflétée dans les efforts de l'Égypte au niveau interne et international à travers la participation du président el-Sisi au sommet des chefs d'État et de gouvernement en marge de la conférence de Glasgow l'année dernière, ainsi que récemment, il a participé à la conférence Un océan dans la ville française Brest, puis a présidé la table ronde sur le changement climatique au cours du dernier sommet Afrique-Europe à Bruxelles, soulignant l'importance de ces efforts pour exprimer les préoccupations des pays en développement, notamment africains, à l'égard du climat. La réunion a également été marquée par des discussions sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays amis grâce à la participation d'entreprises et d'institutions américaines aux efforts de transformation de l'Égypte en un centre énergétique et aux objectifs ambitieux qu'elle adopte dans ce domaine. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir cher ami. Alors, quelle est l'importance de cette visite, surtout que l'Égypte se prépare pour accueillir la COP27 prochainement, dans quelques mois, c'est-à-dire en novembre prochain? Eh bien, cela reflète tout de même l'intérêt international, l'intérêt mondial envers cette conférence qui se tient après celle de Glasgow l'année dernière. Donc tout de même la visite de John Kerry s'inscrit dans le contexte de vouloir, de la volonté, je l'espère commune, de faire réussir cette conférence sur des plans concrets. Moi, ce qui m'intéresse énormément, ce n'est jamais les déclarations tonitruantes des chefs d'État, de grands responsables. Ce qui m'intéresse, c'est le suivi et l'exécution sur le terrain des engagements pris par les hauts responsables des pays. Voilà l'essentiel de mon intervention. Qu'il y ait des résolutions, qu'il y ait des déclarations, je veux bien, c'est très bien, mais dans ma longue histoire internationale, j'ai souvent noté que les déclarations tonitruantes ne sont pas nécessairement suivies des faits, ne sont pas suffisamment précises, et je les
souligné plusieurs fois sur votre chaîne et sur d'autres, que tant qu'il n'y a pas de mécanisme simple, je dis simple, sans bureaucratie excessive, pour le suivi des déclarations faites par les hauts responsables des différents pays, surtout des pays donateurs. On promet des choses et on ne le fait pas. Et on en fait très peu. Ou bien on fait des choses qui profitent essentiellement à des consultants venant de ces pays et des autres. Donc j'espère que les discussions qui auront lieu entre les hauts responsables égyptiens, le chef de l'État et M. Kerry, aborderont la nécessité de transformer les paroles en actes. C'est essentiel si la communauté internationale veut vraiment sauver la planète et éviter les changements climatiques que tout le monde note, pas simplement en Afrique, mais en Europe et partout dans le monde. D'ailleurs, c'est ma prochaine question, ça concerne ce sujet, puisque nous savons que les grandes puissances industrielles, y compris les États-Unis, la Chine, l'Europe, ce sont les premiers qui causent la pollution. Polluants, ce sont les premiers polluants. Vous oubliez de mentionner l'Inde. Alors, comment... Vous oubliez de mentionner l'Inde aussi. En tant qu'ancien responsable aux Nations Unies, comment une institution pareille comme les Nations Unies peuvent-elles ou bien peut-elle contraindre ces grands pays à respecter la planète et le climat? Bien, contraindre, c'est un peu difficile parce qu'après tout, les Nations Unies ne sont pas une organisation supranationale. Oui. Ça a été voulu en 1945. C'est-à-dire la volonté des États reste l'essentiel. La volonté des États, des États membres, c'est elle qui prévaut. Alors chaque État fait ce qu'il peut. Il est vrai que Dr Boutros-Ghali avait tenté de procéder un peu plus loin dans le domaine de la supranationalité des Nations Unies, de manière limitée, de manière graduelle. Et nous savons tous que ça a été contrecarré très, très sérieusement de la part de l'État membre principal. Donc, nous ne pourrons pas, dans la situation actuelle et dans la situation de l'organisation et de sa charte, oublier que ce sont les États qui décident et que les Nations Unies n'ont pas de pouvoir de coercition ou d'imposer ses propres décisions, excepté au niveau du Conseil de sécurité. Et même à ce niveau, nous avons vu souvent des violations de résolutions du Conseil de sécurité ou la non-application de telles résolutions. Et même parfois, nous l'avons vu avec la guerre contre l'Irak, ignorer totalement le Conseil de sécurité. Donc peut-être à long terme, il y aurait une réforme des Nations Unies, peut-être, qui est souhaitable à mon propre avis, très simple, pour donner plus de pouvoir de décision à cette organisation, en y faisant introduire tout de même de nouveaux membres permanents ou quasi permanents des pays importants, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme éventuellement l'Égypte ou le Nigeria. C'est important. Ouais. Mais pour l'instant, l'ONU n'a pas les moyens légaux pour imposer des décisions aux États membres, excepté au niveau du Conseil de sécurité, qui n'est pas toujours suivi. Pour sauver la planète, le monde se dirige vers la transformation, vers les énergies renouvelables. Comment ces pays industrialisés, qui sont polluants de la planète, peuvent-ils aider ou contribuer à cette transformation dans les pays comme les pays africains, par exemple, les pays en développement, je veux dire? Laissez-moi dire que le continent africain est le continent le moins polluant de la planète, le moins, d'après toutes les statistiques disponibles aux Nations Unies et auprès d'organismes privés. Donc le mal ne vient absolument pas de l'Afrique, parce que l'industrie en Afrique n'est pas développée, et l'industrie lourde aussi n'est pas suffisamment développée pour polluer autant. Le grand problème vient des grandes puissances économiques industrielles. Je peux mentionner certains États, mais ça ne sera pas suffisant pour les mentionner tous. Mais l'Inde, par exemple, est un des pays très polluants. La Chine est un pays très polluant. Les États-Unis sont un des pays très polluants.
Et l'Europe? Il y en a d'autres, à mon avis. Je n'ai pas en tête pour l'instant. Non, l'Europe en général. Les pays européens. Les pays européens, ils ont des normes tout de même en matière de préservation de l'environnement qui sont beaucoup plus avancées que les pays que j'ai mentionnés. Il ne faut pas oublier que tout de même, la France a été l'hôte de la convention, d'une convention sur l'environnement récente où les États-Unis étaient d'abord engagés, puis le président Trump s'en est retiré, puis apparemment le président Biden y revient. C'est un peu un marasme tout cela. Ce n'est pas sérieux. C'est un État s'est engagé, il doit s'engager, continuer à être engagé. On ne peut pas se retirer d'une convention aussi importante si facilement. Donc, comment remédier à cela? Eh bien, comme on impose parfois des sanctions économiques pour des raisons politiques, l'on pourrait imposer des sanctions économiques aux multinationales qui représentent les plus grands pollueurs du monde. Interdire l'importation de certaines industries dans tel et tel pays qui ne sont pas conformes aux normes de la préservation de l'environnement et des changements climatiques. C'est une possibilité, mais il faut que la communauté internationale se mette d'accord là-dessus. Est-ce que l'Égypte est bien préparée pour accueillir la COP 27? Absolument. L'Égypte, en tant que pays hôte, va offrir des facilités. Les facilités excellentes, je ne peux pas le dire autrement, de Sharm el-Sheikh, de ces facilités, de grandes conférences internationales qui a été prouvée depuis des décennies et des décennies. Là, ça n'a aucun doute, et je suis tout à fait confiant que ça va très très bien se passer au niveau de l'organisation, mais au niveau des résolutions et des décisions, ça sera aux grands pays industriels de décider. L'Égypte aura à faire des propositions éventuelles dans le cadre des pays non alignés, dans le cadre des pays du continent africain, pour demander des compensations réelles, pour aider à transférer des industries importantes vers l'Afrique, à condition qu'elles ne soient pas polluantes. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Les aspects économiques, les aspects financiers, les aspects de rendement, de compétitivité entrent en jeu. Et c'est là où cela va blesser, où ça risque de ne pas aboutir à des résolutions applicables dans un calendrier plutôt précis, avec des retombées, sanctions et aussi rewards, aussi aider les pays à ne pas polluer. Et les entreprises qui s'engagent à ne pas polluer. Et les entreprises qui s'engagent à peut-être pas les pays, mais c'est les entreprises qui polluent. Et il faut les récompenser, celles qui ne polluent pas. Et il faut prendre des mesures, par exemple interdire l'importation de telle et telle industrie excessivement polluante, excepté si dans un délai de 2-3 ans, elles ne s'amentent pas, elles n'introduisent pas les éléments essentiels, les normes et les conditions techniques pour polluer moins. La planète ne peut plus survivre avec ce niveau de pollution. Vous le remarquez dans les changements climatiques qui se passent dans le monde entier, qui se passent en Égypte, qui se passent en Europe, tout le temps. Et le changement climatique il y a un danger sur toute la planète, c'est vrai. Monsieur l'ambassadeur Hani Abdelaziz, je vous remercie pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Et là, je passe à un autre sujet, c'est concernant le Premier ministre Mustafa Madbouli, qui a reçu hier le Premier ministre jordanien Bisher El-Khassaouni, arrivé au Caire pour une visite officielle accompagnée d'une délégation regroupant plusieurs ministres jordaniens. Les deux homologues ont présidé aujourd'hui la 30e session du Haut Comité mixte égypto-jordanien sur l'examen de la coopération commune dans les divers domaines politiques, économiques, commercial, agricole, d'éducation et de transport. Regardons ce reportage.
Le Premier ministre Mustafa Madbouli et le Premier ministre jordanien Bishr al-Khassaouna se sont entretenus dimanche au siège du Conseil des ministres. M. al-Khassaouna est arrivé au Caire pour une visite officielle, accompagné d'une délégation regroupant entre autres les ministres du Transport, de l'Énergie, des Finances, du Développement social et de l'Industrie et Commerce. M. Madbouli et al-Khassaouna se sont entretenus de la coopération et des questions bilatérales et régionales d'intérêt commun. D'autre part, les deux homologues ont présidé aujourd'hui les réunions de la 30e session du Haut Comité mixte, débouchant sur la signature d'un certain nombre de programmes et de protocoles en vue de renforcer la coopération dans plusieurs domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des zones logistiques et de la jeunesse. Les deux côtés ont signé un certain nombre de protocoles d'accord conjoints, de programmes et d'un protocole de coopération. Le premier mémorandum d'accord comprenait une coopération dans le domaine logistique et a été signé par le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Dr Ali Al-Messalhi, et le ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, Youssef Mahmoud Al-Shamali, alors que le deuxième protocole d'accord comprenait une coopération dans le domaine agricole et a été signé du côté égyptien par la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashot, et du côté jordanien du ministre de l'Énergie et des Ressources minérales, Saleh Al-Kharabcha. Un programme exécutif dans le domaine de l'enseignement supérieur a également été signé. Un programme de coopération entre les deux parties dans le domaine de la jeunesse pour les années 2022-2024 a de même été signé par le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien et jordanien. Un dernier protocole de coopération a été signé dans le domaine des médias par le président du Conseil suprême de régulation des médias, Karam Gabr, et le ministre d'État aux Affaires ministérielles, Ibrahim Al-Jazi. Passons à notre troisième sujet, c'est concernant le président Abdel Fattah al-Sisi qui s'est félicité d'avoir choisi l'Égypte parmi les pays du continent africain qui recevront le soutien pour obtenir la technologie du mRNA utilisée dans la fabrication de vaccins et d'autres médicaments importants pour faire face à de nombreuses maladies complexes. Salih Ahmed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est félicité d'avoir choisi l'Égypte parmi les pays du continent africain qui recevront le soutien pour obtenir la technologie du mRNA utilisée dans la fabrication de vaccins et d'autres médicaments importants pour faire face à de nombreuses maladies complexes. Ceci a eu lieu lors de la participation du chef de l'État à la conférence de presse organisée par l'Organisation mondiale de la santé qui a eu lieu en marge du sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles pour choisir les pays africains recevant cette technologie. Le président Sisi a souligné que cet événement reflète ce que le partenariat international peut réaliser dans le domaine de la santé en termes de la recherche des moyens efficaces pour faire face aux défis mondiaux si la volonté politique nécessaire est disponible. En outre, cette réalisation contribuera à permettre aux pays africains de surmonter les effets sanitaires, économiques et sociaux négatifs de la Covid-19. Le président Sisi a appelé les partenaires internationaux à renforcer les efforts dans ce domaine afin de soutenir les pays africains et fournir un financement durable pour répondre à leurs besoins sanitaires. Le chef de l'État a également souligné que cette étape vient comme un dévouement aux réalisations de l'Égypte en termes de préparation à la production de vaccins, que ce soit pour l'usage local ou pour les fournir aux pays africains, basant sur l'infrastructure médicale et la fabrication dans laquelle l'Égypte a investi ces dernières années, étant capable d'assimiler cette technologie et de l'utiliser d'une manière appropriée, ce qui garantit la fourniture des vaccins en Égypte et maintient les pays africains frères dans leurs efforts pour fournir les vaccins à leurs citoyens. 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 1. اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون. 2. تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة. 3. غطي أنفك أثناء